Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur le thème qui s'affiche, à savoir l'aménagement du domicile pour les seniors et personnes à mobilité réduite et la mise en accessibilité des ERP est-il un marché porteur. Donc avec Mickaël et donc moi-même Nicolas, on va essayer de répondre à vos questions à travers donc différentes étapes qu'on vous propose de parcourir ensemble. Donc la première, de vous présenter un petit peu le marché dans sa globalité à travers des analyses, l'analyse du marché bien évidemment, quels sont les chiffres de ce marché, quels sont les besoins qu'on peut identifier très clairement sur tout ce qui va être le maintien à domicile des seniors et des personnes à mobilité réduite. Et on parlera également d'un métier très connexe qui est aujourd'hui, quand on parle de personnes à mobilité réduite, quand on parle du maintien à domicile, on parle de pouvoir apporter à des personnes à des aménagements qui vont leur permettre de vivre chez elles dans des conditions de sécurité, de confort et d'une manière durable. Mais il faut également parler de l'accessibilité extérieure, hein, puisque la vocation, c'est pas non plus que ces personnes soient bloquées chez elles, mais qu'elles puissent justement évoluer à l'extérieur. Et c'est là où la deuxième partie de tout ce qui est mise en accessibilité des ERP, hein, donc l'acronyme de établissement recevant du public, prend tout son sens. Donc juste une petite présentation rapide. Donc pour ma part, je m'appelle Nicolas Saumon, je suis directeur associé chez Axavita. Et je m'occupe plus de la partie développement produit et suivi technique de nos différentes solutions sur le terrain. Et donc Michael Cohen ici présent, également directeur associé du réseau et qui s'occupe de toutes les problématiques de commercialisation et des réseaux de prescripteurs et de tout le suivi, je dirais, de coaching de nos agences. Voilà pour les présentations. Alors, je vous propose de présenter rapidement le réseau Axavita. Donc en fait, Axavita est né de l'ambition commune de deux sociétés. La première, Domevi, qui existe depuis 2012, qui est une société qui crée et qui développe des solutions d'aménagement et des solutions pour la mise en accessibilité des ERP. Donc je dirais que c'est vraiment la société qui va apporter au réseau tout son savoir-faire métier et sa connaissance technique sur les différentes solutions et produits que l'on propose à nos différents clients. Le réseau Axéo, c'est le réseau Axéo Service. C'est un réseau donc, qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine et qui compte un petit peu moins de 200 agences aujourd'hui. C'est un réseau qui propose une offre service globale. C'est un petit peu aussi l'ADN du réseau Axavita, cette offre globale. Et dans ces métiers, Axéo en compte un qui est assez important, qui est celui de la dépendance, et qui va être relatif à des prestations de type portage de repas, aide à la toilette, aide au ménage, ce type de prestations, qui vont être donc des métiers très connectés à celui de l'aménagement du domicile. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de maintien à domicile, on va parler de produits, de solutions techniques, on va parler d'aménagement, mais évidemment ces aménagements sans aide et de services n'auraient pas de sens. Donc aujourd'hui en tout cas c'est notre conviction, c'est que le maintien à domicile aujourd'hui pour pouvoir y répondre d'une manière très claire à des utilisateurs, aux usagers, hein, c'est eux qui comptent aujourd'hui sur nos métiers, vont aujourd'hui avoir besoin d'une notion d'aménagement et vont avoir besoin également de prestations de services. Et c'est l'ensemble qui va permettre à ces gens-là de pouvoir je dirais, assurer un maintien à domicile de qualité avec des aménagements adaptés et un service adapté. Alors au niveau de notre offre, aujourd'hui, on peut parler de produits. En bas, vous avez les icônes, l'iconographie des différentes solutions techniques qui existent dans notre réseau. Mais on va surtout parler de prestations de services. Parce que évidemment, les travaux, c'est la finalité, hein, c'est l'objectif de cette prestation-là, hein, c'est de pouvoir aménager le domicile. Mais finalement, ce qui est important aussi, c'est toute la démarche métier que l'on va avoir. Sur la partie gauche, vous avez la partie, je dirais, déroulement du processus métier pour un particulier. Donc on va avoir une phase de diagnostic. La phase de diagnostic, c'est à ce moment-là qu'on va, je dirais, diagnostiquer le logement de l'usager, hein, que ce soit un appartement, une maison ou tout autre type de logement qui peut arriver parfois. Et donc c'est là où on va analyser, si vous voulez, le bâti, où là on va, par exemple dans le cadre d'une salle de bain, analyser les différents critères techniques qui sont importants pour pouvoir implanter une solution. Et ça va être surtout la captation des besoins, hein. Il y a d'une part les besoins et d'une part les envies. L'idée, c'est toutes nos solutions sont développées pour ne pas faire justement l'hôpital à la maison. C'est absolument pas l'objectif recherché. L'objectif, c'est de faire évoluer l'habitat où la personne
se sentent en sécurité. Ça, je pense que c'est la priorité, hein. Ça veut dire éviter tout ce qui va par exemple être source de chute, hein, qui est aujourd'hui la raison première aujourd'hui des accidents à domicile. Mais ça va être également important de capter les besoins. Les besoins, ça va être les envies de la personne, le goût, les couleurs, les revêtements, toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est dans cette première phase diagnostic qu'on va l'identifier. Ensuite, on va avoir une phase conseil. La phase conseil, ça va être le moment où on va présenter les aménagements potentiellement réalisables. Mais ça ne va pas être que ça. Ça va être aussi le choix des couleurs, les choix des revêtements, le choix des solutions techniques parce qu'on a différents types de solutions packagées. Et ça va être aussi le financement, bien sûr. L'idée aujourd'hui, c'est pas de se dire, et je peux bien en parler puisque je suis au niveau de la centrale d'achat, l'idée, c'est pas de faire des solutions qui sont très jolies sur des plaquettes et qui derrière ne sont pas adaptables. L'aspect financier est évidemment une partie très importante du projet. Et là aussi, on va accompagner nos clients pour trouver les solutions techniques et financières adéquates pour leur permettre de pouvoir implanter cet aménagement. Donc l'aménagement proprement dit, on peut parler d'aménagement, on peut parler de travaux. Globalement, voilà, on parle de la concrétisation de la solution. Donc c'est là où on va avoir vraiment le rendu fini, le produit fini qui va être installé au domicile de la personne. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont, puisqu'aujourd'hui, faire des travaux chez soi, c'est réjouissant pour personne, mais c'est encore moins réjouissant pour un senior ou une personne à mobilité réduite. On va parler de la pénibilité du bruit. On va parler donc du bruit, on va parler du temps. Hein. Quand on doit faire une salle de bain, que ça prend 2 semaines, personne n'a vraiment envie de faire 2 semaines de travaux chez soi, surtout lorsqu'on n'a qu'une pièce d'eau, hein, parce qu'il faut penser après, avec le client, aux problématiques où un système sanitaire, par exemple, ne va pas être disponible pendant un certain temps. Donc là aussi, au niveau du réseau, au niveau de la centrale d'achat, on réfléchit à toutes ces problématiques-là afin que l'aménagement soit installé d'une manière très efficace et très rapide et très organisée. Donc ça, c'est pour la partie particulier. Et à droite, vous avez la partie professionnelle qui suit à peu près la même logique, sauf qu'évidemment, là, on est face à un professionnel qui a un temps très réduit, qui attend une prestation clé en main. Donc là-haut, on va avoir une prestation de diagnostic et d'ADAP. L'ADAP, on en reparlera un petit peu plus tard. En gros, les établissements recevant du public aujourd'hui évoluent dans le cadre d'une réglementation, la réglementation de 2005, qui dit qu'aujourd'hui, toute personne handicapée doit pouvoir entrer dans différents types d'établissements. Que ce soit des magasins de proximité, la boulangerie, le boucher, son agence de service à la personne par exemple, mais également les grands magasins et d'une manière générale tous les logements sociaux. Donc là-dessus, il y a un vrai besoin au niveau diagnostic qui va être réalisé. Et l'ADAP, concrètement, c'est l'acronyme d'un diagnostic un peu évolué sur lequel on va réaliser des prestations en fait, pour dire l'établissement dans quel temps il va être adapté. Ensuite, on va avoir une phase de conseil et d'études où là, forcément, sur un établissement, sur des logements sociaux, on va avoir, je dirais, un petit peu plus de contenu technique. Donc là-dessus, on va avoir des études avec des plans qui vont être réalisés, des projections et ce type de prestations afin de bien cadrer le projet. Et ensuite, on va réaliser les aménagements et les travaux de la même façon. Alors en termes de clients, aujourd'hui on a différents types de clients. Si on part à la gauche du slide, on travaille beaucoup avec les prescripteurs médicaux. Les prescripteurs médicaux aujourd'hui, ce sont ceux qui vont capter les demandes et les besoins de leurs patients. Donc ça va être des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des médecins qui eux captent les besoins de leurs patients et donc vont pouvoir aujourd'hui relayer cette information à des réseaux comme le nôtre pour que nous derrière on puisse intervenir auprès de ces usagers. On va avoir les sociétés de services à la personne, puisqu'aujourd'hui les sociétés de services à la personne sont en proximité, hein, puisqu'elles réalisent des prestations liées à la dépendance. Hein. Tout à l'heure, on a parlé des prestations de portage de repas, d'aide à domicile, d'aide à la toilette. Et donc, les sociétés de services à la personne, ce sont vraiment des groupements avec qui on travaille énormément. Les EHPAD aussi, les EHPAD, maisons de retraite, aujourd'hui, ce sont des clients. Aujourd'hui, la mondialisation a fait que aujourd'hui, les sociétés ont tendance à se recentrer sur leur cœur de métier. Et le cœur de métier des EHPAD, ce n'est pas de faire des travaux. Donc là-dessus aussi, elles font appel à nos prestations afin qu'on puisse adapter leurs accès et adapter leurs différentes chambres aux besoins de leur patientèle. On va voir les établissements recevant du public, donc ça on en a parlé juste avant. Les assureurs aussi. Aujourd'hui, il existe, vous avez peut-être déjà vu, des publicités relatives à des assurances dépendance. Hein. Le principe est assez simple.
tel que ça fonctionne pour les voitures, c'est le cas aussi aujourd'hui pour notre marché, puisque les assureurs aujourd'hui proposent des assurances dépendance où le principe est que la personne cotise à une assurance et derrière elle va avoir un déblocage de capital si elle a un accident avéré. Le problème, c'est qu'une personne à mobilité réduite, un senior, quand il a un déblocage de capital de plusieurs centaines de milliers d'euros, elle va peut-être le dépenser et pas forcément de la façon qui est la plus utile pour elle. Elle va peut-être rembourser le crédit de ses enfants, acheter une voiture à ses petits-enfants. Mais du coup, le déblocage de capital ne va pas servir à ce pourquoi il est fait, à savoir lui assurer un maintien à domicile. Donc là-dessus, aujourd'hui, on travaille avec des assureurs pour, je dirais, lorsqu'il y a des aménagements à réaliser, donc pouvoir apporter cette prestation-là. Après, on travaille avec donc, différentes catégories, comme vous pouvez le voir, de seniors. Donc, le mot senior, on ne sait jamais vraiment à quel âge on est senior. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de définir ce que c'est qu'un senior. Je pense que c'est plus aujourd'hui un marché qui a été identifié comme tel et qui s'appelle la Silver Economy, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Et aujourd'hui, on se rend compte que par rapport aux cibles, on va avoir différents types de besoins. Plus on va être vers un âge avancé, plus on va avoir un besoin d'urgence et d'avoir vraiment des équipements très spécifiques et très pointus. Mais aujourd'hui, on a aussi des clients qui, par exemple, à 60 ans, souhaitent refaire leur salle de bain. Ils ont conservé toute leur mobilité et n'ont pas besoin forcément d'équipements spécifiques, mais vont vouloir s'inscrire dans une démarche de se dire, voilà, je vais refaire ma salle de bain, je vais refaire ma cuisine et je veux prévoir le jour où j'aurai peut-être une perte de mobilité mineure ou majeure. L'entourage familial, c'est aussi des personnes avec qui on échange beaucoup lorsqu'on fait des prestations. Le fameux gendre qui s'y connaît un petit peu en travaux, qui va vouloir participer au projet, ça fait complètement partie de notre processus et c'est très important pour nous pour aussi faire que le projet soit dans sa globalité une réussite. Alors en termes de réseau, donc, comme je vous l'ai dit, le réseau Axavita est le fruit d'une union de deux sociétés, Domevie et Axéo. Et donc le réseau a ouvert ses portes il y a 1 an au Salon des services à la personne 2014. Les premières formations ont commencé en juin et on compte aujourd'hui déjà 12 agences et à peu près une vingtaine d'agences sont prévues pour l'année prochaine. Donc on a un réseau qui se développe vite. Et comme on a l'habitude de le dire sur notre stand, si jamais vous voulez nous rendre visite, on n'est pas plus intelligent que les autres chez Axavita, c'est simplement qu'on est sur un métier qui a vraiment du sens. Et c'est ce qui explique aujourd'hui ce développement assez rapide de notre réseau. Si on essaie de conclure un peu sur je dirais, les ambitions communes de notre réseau, c'est d'avoir des compétences métiers très fortes. On n'est pas des vendeurs de produits finis lambda, on vend des produits à des personnes dans un métier qui est très humain. Aujourd'hui, surtout sur le particulier, parce que le professionnel, lui, c'est plus des réglementations qu'il doit suivre. Mais sur le particulier, on aide des gens vraiment à retrouver de l'autonomie. Et je dirais qu'au-delà de l'aspect économique, l'aspect humain est vraiment quelque chose de très important dans notre métier. Des produits de qualité, aujourd'hui, les seniors, puisqu'on est là aussi pour parler de marché, ce sont des acheteurs avérés. Ce sont des personnes d'expérience qui ne se jettent pas sur le premier produit venu. Et donc, au niveau des solutions techniques qui sont proposées, les critères de durabilité sont très importants pour nous. Un développement rapide, donc ça on en a parlé juste avant, très clairement aujourd'hui. Alors pourquoi un développement rapide? Parce que oui, c'est bien beau d'avoir beaucoup d'agences, mais au-delà de ça, ce qui est important dans un développement rapide, c'est ce qu'on essaie de faire chez Axavita, c'est de pouvoir répondre au final à la problématique de prix. Le prix est un vrai critère dans notre métier, il ne faut pas se le cacher. Faire une salle de bain, une cuisine, ce ne sont pas des budgets anodins. Et donc pour avoir des solutions performantes, il faut du volume et le volume passe par, je dirais, une croissance rapide de notre capacité aujourd'hui à exercer sur l'ensemble du territoire. Une assistance serrée au niveau de nos franchisés. Les premiers ont commencé en septembre leur activité commerciale et donc faire que leur projet puisse être très rapidement, je dirais, quelque chose de rentable puisque forcément ce sont des chefs d'entreprise. Donc là-dessus, on met énormément l'accent chez Axavita pour avoir une animation, donc un accompagnement du chef d'entreprise très proche. Et des synergies commerciales, donc ça on en a parlé un peu avec les assureurs et globalement avec tous les réseaux avec qui aujourd'hui on se connecte pour avoir une vraie logique d'apporter une offre globale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du maintien à domicile. Et aujourd'hui notre ambition, on ne s'en cache pas, c'est d'être le numéro 1 français de l'aménagement de l'habitat pour les personnes dépendantes. Aujourd'hui, à dire qu'on est numéro 1, on l'est statistiquement par notre nombre d'agences, mais c'est pas ça qu'on vise forcément.
Ce qui est important, c'est être numéro un aussi en apportant une qualité de service. Comme je vous l'ai dit en introduction, la finalité, ça va être l'aménagement, la finalité, ça va être les travaux, mais ce n'est absolument pas que ça. C'est toute une démarche globale qui va faire qu'à la fin, la personne est vraiment gagne en autonomie. Autonome, ce serait peut-être bien trop dire par rapport à la situation dans laquelle peut être la personne, mais on est dans une logique de progrès, comme on dit chez nous. Comme on dit chez nous, voilà, excusez-moi, j'en perds un petit peu mes mots, mais le, la satisfaction du client final, le fait qu'on lui ait apporté quelque chose dans son quotidien, c'est ça notre plus grande victoire. C'est ça notre plus grande victoire. Bon, quelques événements auxquels on a participé, donc différents salons. On est d'ailleurs là aujourd'hui présent à l'édition 2015 du service à la personne, où on officie depuis 2012. On participe également au Salon des seniors, à des conférences de l'atelier de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, et le Salon de la franchise, auquel on sera aussi présent cette année, l'année prochaine, en 2016, en mars, et différentes interventions qu'on a fait dans la presse. Là encore une fois, c'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, c'est pour dire qu'on est sur un métier qui intéresse, et qui intéresse aussi beaucoup les médias. La cause du maintien à domicile, c'était dans l'ancien gouvernement, c'était normalement la cinquième branche de la sécurité sociale qui devait être créée pour le maintien à domicile, puisqu'aujourd'hui l'État s'est désengagé du financement des maisons de retraite dans les années 2010. Donc les médias aussi s'intéressent énormément à ce sujet, qui est une cause d'État aujourd'hui. Donc je vais donner la parole à Mickaël pour poursuivre sur le marché du particulier. Merci Nicolas. Je vais tâcher par rapport au sujet de la conférence de vous apporter les billes et les données concrètes sur ce marché-là qui, comme vous commencez déjà à l'apercevoir, est en plein essor et en plein développement, particulièrement au sein de la population particulière. Donc tout d'abord au niveau de l'évolution démographique de la population française. Aujourd'hui, il y a un marché qui se développe et à long terme. Sur les 50 prochaines années à venir, la population des plus de 75 ans va être multipliée par 2 et la population des plus de 85 ans va être multipliée par 3. Ce sont des personnes qui ont une aisance financière importante. Les baby-boomers arrivent aujourd'hui aux âges de la retraite. Les crédits sont passés, les achats sont réalisés, les enfants sont partis. Il y a un vrai pouvoir d'achat qui est important et on estime que ce pouvoir d'achat va augmenter de 15% sur les 15 prochaines années. En France, il faut savoir qu'un consommateur sur 2 a plus de 50 ans. Malgré quelques idées reçues qu'on peut avoir, bien sûr qu'il y a une population qui est en difficulté aujourd'hui, mais les seniors à partir de 55 ans vont avoir un pouvoir d'achat dans les années à venir très important, ce qui va leur permettre de se faire plaisir par des loisirs, des voyages, etc., mais également d'améliorer leur quotidien en adaptant leur logement. Donc un développement du marché lié aux besoins des seniors, qui est la Silver Economy. Là, vous avez pu le voir dans les différents médias, dans les différentes publications qui sont réalisées. C'est un marché qui est estimé à 92 milliards d'euros en 2013 et qui va être multiplié pour atteindre 130 milliards d'euros en 2020. Donc là, quand on parle de Silver Economy, c'est vraiment le marché au sens large du terme, pour le service à la personne, pour l'adaptation du domicile, pour les loisirs, pour tout ce qui va être fait pour les seniors et pour améliorer leur qualité de vie dans les années à venir. C'est également un fort vivier, un poumon économique sur la création d'emplois. C'est pour ça que la Silver Economy a été lancée il y a 2 ans maintenant par le ministère de l'économie, parce qu'il y a dans cette économie-là un vivier de croissance et d'emplois à créer. Et donc dans l'adaptation du domicile qui nous lie aujourd'hui, c'est également un marché en plein exercice et plein puissance. Donc le graphisme montre bien cette évolution prévue de la population des seniors. Et je pense qu'autour de vous, vous le ressentez, que cette population est en train d'augmenter et donc des besoins qui doivent être réussis et trouver solution. En parallèle de cette augmentation de la démographie, il y a le concept de la dépendance qui va augmenter. Les gens vieillissent plus longtemps, mais, j'ai envie de dire malheureusement, vivent plus longtemps de façon dépendante. Aujourd'hui, on estime à 2 millions de Français qui sont en situation de dépendance en 2014, et cette population va doubler jusqu'en 2060, comme l'indique le graphique.
Avec cette dépendance croît le besoin d'une aide. Aujourd'hui, 23% de la population a un proche dépendant. Si aujourd'hui dans la salle on pose la question est-ce que vous êtes touché de près ou dans un cercle, un entourage familial plus éloigné, vous connaissez tous de près ou de loin une personne qui est en perte d'autonomie ou qui est atteinte d'une certaine dépendance. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde aujourd'hui et qui va s'accentuer dans les années à venir. Sauf que c'est un besoin qui n'est pas satisfait aujourd'hui, où la moitié des personnes dépendantes ne sont pas aidées par leur famille, de par la distance géographique, les enfants qui sont partis du domicile, d'autres contextes sociaux qui l'imposent, et seulement en corrélation un parc de logements inadaptés qui est de 94%. Seuls 6% aujourd'hui du parc français est adapté. On le voit d'ailleurs bien sur ce graphique-là, où la France est clairement dans le ventre mou des pays où le nombre et le parc de logements adaptés est le plus conséquent. Nos voisins scandinaves et pays nordiques sont nettement plus en avance que nous, où on atteint des taux de 15 à 16% du parc logement aujourd'hui adapté. Aux Pays-Bas, au Danemark, la petite parenthèse, et c'est vers ça aussi que la France, vis-à-vis de cet enjeu national, va s'orienter. Comme l'a précisé Nicolas, on va commencer à retirer les investissements réalisés dans la création d'EHPAD ou de maisons de retraite. Le marché du particulier, donc les personnes de plus de 65 ans également, qui arrivent aux âges de la dépendance, ont des risques de chute très importants à leur domicile. Les maisons ne sont pas du tout adaptées. Et aujourd'hui, le risque de chute est un fléau parce qu'il entraîne aujourd'hui le décès de 9300 personnes, dont 8200 d'entre elles qui sont âgées de plus de 75 ans. Autant vous dire, dès qu'on a une chute et une hospitalisation, la santé, la perte d'autonomie va décroître au fur et à mesure. Donc le tout est de rentrer dans une prévention, dans un discours, et c'est là aussi notre rôle à jouer dans la proximité, dans le réseau qu'on est en train de construire, pour prévenir plutôt que de guérir. Les facteurs de risque sont liés bien sûr au vieillissement, à différentes pathologies, à la prise de médicaments, au comportement à risque, mais surtout à la inadaptation du logement. Là encore, ce poids et ce marché est considérable pour minimiser un besoin aujourd'hui qui est très important. C'est un attachement qui pousse donc à vouloir vivre à domicile et qui favorise des besoins de plus en plus importants à aménager son domicile. Aveu de la dépendance qui est difficile à avouer, un attachement au domicile et aux habitudes de son environnement très lié à la personne, et puis des conflits familiaux potentiels et une prise en charge qui nécessite, lorsque la personne va être isolée, de pouvoir adapter son logement. Les grands chiffres à retenir de cette conférence, c'est que 90% des plus de 60 ans vivent à domicile, 65% pour les plus de 90 ans. Vous le voyez d'ailleurs au niveau du graphique, au niveau du lieu de vie des seniors, où entre 75 et 79 ans, la majeure partie des personnes vivent à leur domicile. Et puis, en fonction de l'âge qui avance, ces personnes vont peut-être se diriger vers des établissements spécifiques et adaptés. Le souhait, c'est un chiffre de 85%, mais j'ai envie de dire, si on pose la question aujourd'hui dans cette salle, où souhaitez-vous vieillir? La réponse est qu'on souhaite rester chez soi et vieillir le plus longtemps possible à son domicile. C'est de là qu'est parti aussi tout notre concept et le poids de cette envie sociale de pouvoir vieillir chez soi dans son environnement. Le fait qu'un quart également des plus de 70 ans ont équipé leur logement pour faire face au grand âge, et un coût de moyens de travaux qui est estimé à 4 550 €. Là, c'est une moyenne nationale qui va aussi bien de la pose d'une simple barre d'appui jusqu'à la rénovation complète de sa maison ou de son appartement via toutes les pièces de la maison qu'on va voir par la suite. Et puis le poids sur les maisons de retraite qui sont une solution vraiment de dernier recours et qui connaissent une pénurie. Aujourd'hui, on va plus parler d'EHPAD, donc d'établissements adaptés, spécialisés dans la dépendance, plutôt que de maisons de retraite, où là les personnes vont être cherchées dans ces établissements lorsqu'au bout d'un moment le maintien à domicile n'est plus possible. Il va falloir trouver une solution alternative et c'est là que vont rentrer en compte les EHPAD. Donc cette liste disponible sur 100 personnes de plus de 80 ans, des prix très élevés à un coût de moyen par établissement d'environ 2 500 € par mois et un désengagement progressif de l'État. Vous l'avez compris,
l'enjeu également, et là, marque un point important sur le business et sur le marché, où là, les personnes veulent rester chez elles, les places en maison de retraite sont peu nombreuses et avec un coût très important comparé au coût d'un aménagement potentiel. Au niveau des besoins, on va être dans les différentes salles de la pièce de la maison, on va le voir. La salle de bain, qui est la pièce principale où les adaptations sont nécessaires. C'est une pièce d'eau, donc risque de chute. Et là encore, les tâches de la vie quotidienne sont importantes dans cette pièce. Elle va être prioritairement adaptée. La cuisine, adapter son logement, c'est aussi continuer à faire des tâches de plaisir dans la vie quotidienne, donc de réaliser la cuisine, de gérer tout ce qui est déplacements verticaux et les déplacements horizontaux au niveau des escaliers, au niveau de l'extérieur vers l'intérieur, au niveau des espaces de circulation. Dans tout ce qui est détection des incidents, les risques de chute, les risques d'incendie et autres risques d'accidents domestiques. Et puis aider dans des équipements de tâches de la vie quotidienne avec des dressings complètement adaptés, motorisés, qui vont s'adapter à la personne. Pour finir rapidement sur la synthèse du marché, 85% des seniors souhaitent vieillir le plus longtemps possible chez elles à domicile. Un parc de logement en France inadapté de 94%. Une démographie vieillissante et de plus en plus dépendante en France. Lorsqu'on mixe tout ça au niveau des chiffres du marché, on arrive sur une taille théorique de marché, un potentiel de 30 milliards d'euros sur l'adaptation du logement à destination des particuliers. Et pour financer tout ça, il faut savoir qu'il y a des aides financières. Il y a des aides dont tout le monde a le droit, qui sont définies par un crédit d'impôt, qui est de l'ordre de 25% plafonné à 5 000 euros pour une personne seule et 10 000 euros pour un couple. Une TVA réduite à 10% dans le cas de fourniture et de pose d'équipement. Là encore, on a des aides qui sont mises en place pour rendre accessible à tous finalement l'accès à ces travaux-là. Et puis un ensemble d'organismes publics, étatiques, départementaux ou communales qui vont aider dans le montage de financement via la ville, via le Conseil général et l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc là encore, il y a différents critères et on va aider vraiment ces personnes-là qui sont dans des situations difficiles de pouvoir capter l'ensemble des aides auxquelles elles ont droit pour monter le dossier de financement et mener à bien la réalisation des travaux. Je redonne la parole à Nicolas qui va vous présenter l'offre globale maintenant technique sur l'aménagement du domicile. Merci Mickaël. Donc on va essayer de se projeter un peu puisqu'on a un peu analysé les besoins, de se rendre compte un peu de quelle solution on peut proposer. Alors là, vous avez l'ADN de Axavita un peu devant vous. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans une logique d'offre globale. Nous, notre politique de développement, c'est que aménager une salle de bain, c'est bien, mais si on ne peut pas accéder à la salle de bain, c'est pas forcément utile. Et ça peut sembler bête à dire comme ça, mais quand on a commencé, on a eu beaucoup de cas comme ça où la personne un senior par exemple, avait refait sa salle de bain, mais les passages de porte n'étaient pas faits pour qu'elle puisse accéder avec son déambulateur. Donc avec ces expériences-là, pour nous, très clairement, il est apparu qu'on allait apporter une réponse globale à l'adaptation de l'habitat. Si on commence en haut à droite, la salle de bain, je ne commence pas par hasard par la salle de bain, la salle de bain, c'est là où le risque de chute est le plus important à domicile. Revêtement glissant, enjamber une baignoire, tous ces actes de la vie quotidienne font qu'aujourd'hui la salle de bain est un endroit dangereux. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être circulation horizontale et verticale. Alors, ce qu'on entend par circulation horizontale, ça va être les portes coulissantes, ça va être les rampes d'accès, les seuils, toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va avoir un risque de chute parce qu'on va pouvoir buter sur un obstacle a priori pas visible ou ce type de phénomène. La cuisine aussi est un produit aujourd'hui que l'on propose beaucoup. La cuisine, c'est un lieu qui a été abandonné par les seniors. On a un peu des fois l'image de la personne âgée qui mange des gâteaux dans son salon. C'est absolument pas un mythe, c'est une réalité parce que cuisiner, c'est un acte de la vie quotidienne qui n'est pas forcément facile à faire. Attraper des aliments dans des meubles hauts, aller chercher des casseroles dans des meubles bas,
Faire travailler assis sur un plan de cuisson qui est à 90 cm, ce n'est pas des choses forcément évidentes à faire. Donc là-dessus, il y a des solutions. Et il y a également, on peut citer l'extension tout adaptée, parfois dans le cadre de retour à domicile de personnes handicapées, et dans le cadre où le bâti est difficile à adapter, par exemple avec un élévateur, ce n'est pas toujours possible. On a créé un produit d'extension tout adapté qu'on installe dans le jardin et qui est tout équipé pour une personne handicapée. Alors on peut commencer par un des produits importants qui s'appelle la Silver Douche. Alors ce produit en fait répond au fait qu'en France, 92% des logements n'ont qu'une baignoire. Voilà, ça c'est historique, c'est le bâti français qui fait cela. Et une baignoire, c'est difficile à enjamber et c'est un équipement aujourd'hui qui est dangereux pour une personne dépendante. Donc l'idée, ça va être de la transformer en douche. Mais là, encore une fois, on revient à la problématique qui est que un senior ne veut pas faire de travaux parce que ça prend du temps, ça rend indisponibles certains équipements sanitaires. Donc cette solution que vous avez est une solution qui s'installe en 2 jours. Elle a été étudiée pour pouvoir s'installer rapidement et proposer des prestations ergonomiques tout à fait adaptées avec une conception à double étanchéité. Ça très souvent, c'est la question qui vient du mari, l'étanchéité, comment ça va se passer. Donc là-dessus, on apporte des critères de garantie assez importants et des critères de solidité et de durabilité avec des équipements à base de poudre de marbre, donc qui vont permettre une durabilité dans le temps. La cuisine, donc on en parlait tout à l'heure. Donc là, en fait, si vous voulez, cet équipement-là est un équipement modulable de cuisson qui va monter et qui va descendre pour s'adapter à la personne. Donc ça va être très important, par exemple, dans le cadre d'une famille où il y a une personne souffrant de handicap qui a besoin d'être sur par exemple, une chaise ou en chaise roulante pour cuisiner, mais où d'autres personnes ont conservé leur mobilité et donc ont besoin de cette modularité, si vous voulez. On va également avoir des meubles hauts, comme vous pouvez le voir sur la gauche, certains qui se décrochent du mur, d'autres avec des rangements qui vont descendre. Encore une fois, pour favoriser cette accessibilité et redonner vie finalement à cette cuisine et à cet acte de la vie quotidienne qui est cuisiner tout simplement. Enfin, on va avoir d'une manière globale tout ce qui va être l'accessibilité de l'habitat. On en a un peu parlé tout à l'heure rapidement. Donc ça va être des équipements tels que des montes-escaliers pour pouvoir monter d'un étage à un autre. Ça va être des mains courantes, des rampes d'accès, des chemins lumineux. Tout équipement qui vont garantir une bonne circulation dans l'habitat. Et le Silver Studio, donc là vous avez une photo concrète de ce dont on parlait tout à l'heure. Donc typiquement là c'est une famille qui souhaitait que leur papa revienne, qui était en Bretagne et eux habitaient en Île-de-France, souhaitaient donc que leur papa revienne à domicile, mais souhaitaient quand même lui donner une certaine autonomie. Donc voilà, donc ils ont construit un Silver Studio qui a été fait par Exavita dans leur jardin. Voilà, et l'idée c'est encore une fois, c'est pas être dans l'hôpital à la maison et c'est pareil pour l'extérieur. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui finalement est plutôt sympa en extérieur, mais qui vraiment à l'intérieur va avoir des équipements adaptés. Voilà, je redonne la parole à Mickaël pour le marché du professionnel. Alors, au même titre que le particulier, le marché global de l'accessibilité concerne également les établissements recevant le public et donc les activités professionnelles. Donc celui-ci est régi par une loi de 2005 qui a été lancée par le gouvernement pour rendre un accès à tous, partout, quelle que soit la catégorie de l'établissement. Donc ça va être au niveau des écoles, les différentes institutions, les immeubles d'habitation, les commerces de proximité, les monuments, etc. Donc c'est un marché vraiment qui est très important. On considère aujourd'hui en France qu'il y a 1 million d'établissements recevant du public. Attention aux chiffres, seuls 330 000 établissements sont accessibles et sont aux normes. Donc peuvent accueillir des personnes souffrant de différents handicaps. Donc seulement un tiers de cette population-là. Donc si on le retourne, vous avez 2 tiers aujourd'hui du marché qui est un potentiel à venir pour le mettre accessible à tous. Près de 10 millions de Français aujourd'hui sont concernés par l'accessibilité des établissements recevant du public. Il y a 1,8 million d'actifs qui bénéficient d'une reconnaissance administrative, mais on considère qu'il y a 9,6 millions de personnes qui ont un problème de santé depuis au moins 6 mois et qui rencontrent des difficultés importantes dans le quotidien et à se déplacer et donc à continuer les tâches de la vie quotidienne, d'aller dans leur commerce de proximité, d'aller au cinéma et dans toute institution nécessaire. Donc un vrai besoin à ce niveau-là. Et donc la loi de 2005 qui prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements en fonction de toutes les catégories de handicap, la déficience visuelle, la déficience motrice, auditive et psychique. Donc en fonction de ces différents critères de déficience, il y a des normes qui sont mises en place selon la catégorie de l'établissement
et une obligation pour le propriétaire de l'établissement de mettre aux normes et de pouvoir accueillir ces personnes, quel que soit leur degré de handicap. L'État, donc en 2015, a ordonné que tous ces établissements soient rendus accessibles, sauf qu'on est fin 2015, aujourd'hui il y a encore un grand nombre, comme vous l'avez vu au niveau du chiffre. Donc l'État a déclenché ce qu'on appelle l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée, où l'ensemble des établissements peuvent faire une dérogation ou une demande d'étalement de leurs travaux sur 3 à 9 ans auprès de la préfecture, et là obtenir soit une dérogation en fonction de contraintes techniques, en fonction de contraintes économiques ou de contraintes structurelles liées à un bâtiment de France par exemple. Et si l'ensemble de ces établissements n'ont pas réalisé cet agenda d'accessibilité et encore moins n'ont pas réalisé de travaux, là les sanctions en fonction de la catégorie de l'établissement vont tomber. Donc de 1 500 € pour une catégorie 5, donc un commerce de proximité, jusqu'à 75 000 € pour un établissement de catégorie 1, une mairie, un centre commercial, une école, voire une fermeture administrative qui peut être allouée. Donc un vrai push au niveau de l'État et au niveau du gouvernement pour pousser l'ensemble de ces établissements à se rendre accessibles. Les établissements donc, conformes et non conformes, vous le voyez tout de suite, ça vous saute aux yeux, 67% sont non conformes. Et au niveau du nombre d'adaptes réalisés, donc les dossiers qui sont déposés en préfecture pour dire voilà, moi je vais faire la mise en accessibilité de mon établissement, et de seulement 58% qui n'ont pas à date été réalisés, alors que la date limite était fixée au 27 septembre de cette année-là. Donc le marché professionnel est également assujetti à des financements qui peuvent être octroyés via le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, autour de 40%, et les aides de l'AGEFIP, qui est une association connue et reconnue pour l'insertion du salarié handicapé et qui également œuvre dans cet objectif-là pour rendre accessible le logement. Donc vous l'avez compris, en fonction du potentiel de ce marché-là en termes de chiffres, avec les aides qui peuvent être octroyées et captées par les établissements recevant du public, on va vraiment aller sur l'aide à l'accessibilité de ces éléments-là. Sauf qu'encore une fois, ces professionnels qui ont leur propre métier, dont leur métier ce n'est pas l'accessibilité, se demandent vers qui je dois me diriger. Qu'est-ce que c'est qu'un ADAPT? Quelles solutions existent? Mais qui va me faire mes travaux? Combien ça va me coûter? Est-ce que mon établissement aujourd'hui est adapté? C'est ce qu'on vit aujourd'hui sur le terrain. Les professionnels aujourd'hui ne savent pas vers qui se diriger. C'est aussi l'une des explications pourquoi tout ça s'est retardé. Et ils vont chercher en nous un professionnel qui va pouvoir prendre en main depuis la conception de son aménagement, la mise en place de la réglementation et la conformité de sa mise en accessibilité jusqu'à la réalisation finale des travaux. Deux gros chiffres d'un point de vue sur les diagnostics et les ADAP. Vous l'avez compris, c'est la partie en amont pour monter un dossier au niveau de la préfecture. Le nombre d'établissements qui n'a pas réalisé leur ADAP est de 390 000. On le minore par un facteur de 90%, parce qu'on a un chiffre de 2012 qui est sorti. Un coût moyen de prestation de 10 000 €, ce qui donne une taille uniquement sur cette prestation de service de diagnostic équivalent à 351 millions d'euros. Le marché des travaux qui vient donc juste après la conception de l'aménagement est établi par les 670 000 établissements non adaptés, qu'on multiplie par le facteur minorant de 90% avec un coût moyen de travaux de 6 000 €, ce qui donne une taille maximale de marché de 3,6 milliards d'euros. Des beaux chiffres, des grands chiffres, mais vous l'avez compris, j'espère, la taille du marché et l'essor est à venir. De la même manière que le particulier, je vais laisser Nicolas vous présenter les solutions point par point et pièce par pièce qui peuvent être réalisées pour répondre à cette forte demande de ce marché-là. Merci Mickaël. Vous avez peut-être remarqué dans certains établissements aujourd'hui, vous voyez comme on voit devant le métro, ce qu'on appelle des dalles podotactiles, différents types d'équipements. Aujourd'hui, que ce soit dans des établissements publics comme une mairie par exemple, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les magasins de proximité, que ce soit dans la rue, aujourd'hui il y a des normes qui encadrent cela. Et c'est le marché dont a parlé Mickaël juste avant. Si on regarde un petit peu aujourd'hui, les hôtels, on va commencer à gauche. Aujourd'hui, un hôtel, il faut savoir qu'un hôtel qui a plus de 20 chambres doit avoir une chambre sur 20 qui est adaptée pour une personne handicapée. Et là, on ne parle que des chambres.
On ne parle pas évidemment de son accueil qui doit être évidemment accessible pour une personne handicapée. Donc ça, là-bas, il va y avoir une prestation déjà à réaliser. Dans les mairies, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et les mairies, malheureusement, les établissements publics sont aussi très en retard. Ils essaient de combler leur retard, mais ils sont aussi très en retard. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ce sont des coûts pour les établissements. Et donc ce sont les coûts pour les établissements privés, mais aussi publics. Et là-dessus, les mairies, il va y avoir différents types d'équipements, dont des dispositifs auditifs qu'on ne voit pas toujours, qui vont permettre aux malentendants, lorsqu'ils rentrent dans un établissement public, de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations. On va avoir l'accessibilité extérieure. Vous avez peut-être déjà vu des passages piétons avec des passages cloutés sur les côtés, ce genre de choses. Ça, ce sont des équipements liés à l'accessibilité. Des sanitaires aux normes PMR avec des largeurs de passage importantes, avec différents types d'équipements qui vont être installés dans le WC pour personnes handicapées. Ça, ce sont des choses importantes. Et globalement, et c'est évidemment un marché très important, tout ce qu'on appelle les ERP de catégorie 5, donc ce sont par exemple ici la boulangerie, le bistrot de la mer, où là ils vont devoir avoir une entrée adaptée en largeur, en signalisation, en automatisation, en bouton d'appel pour qu'elle puisse être aidée depuis la rue à accéder au magasin, mais également tout ce qui va être comptoir d'accueil. En gros, tout ce qui doit être là où le client doit avoir à lire, écrire, poser quelque chose, la norme dit que ça doit être adapté pour une personne à mobilité réduite. Donc en fait, finalement, on se rend compte que au sein en fait de tout ce qui entoure une ville, tous les établissements qui entourent une ville, ils sont tous concernés. Si on regarde un petit peu comment fonctionne notre métier, on va partir de différentes déficiences. Donc je vais en prendre une, par exemple, la déficience moteur. Donc c'est par exemple une personne en fauteuil roulant, une personne à mobilité réduite. Elle va avoir principales difficultés à rencontrer. Elle va avoir des difficultés à franchir des obstacles, des dénivelés, se déplacer sur des sols glissants ou inégaux, manœuvrer dans des espaces étroits, atteindre certaines hauteurs, rester en station debout. Il est certain que, et ça fait partie de notre formation chez Axavita, la meilleure façon de comprendre cela, c'est de se mettre en situation. Et moi, pour l'avoir fait, je peux vous dire que quand on est en fauteuil roulant, on se rend compte que la vie en ville est beaucoup plus dure qu'il n'y paraît. Donc ça impose certaines choses pour un commerce. Je prends toujours ce même exemple. Donc ça va être des exigences spatiales, des largeurs de passage, des largeurs au niveau des portes, des aménagements intérieurs, des escaliers, des élévateurs, et des exigences d'usage des portes. Voilà, par exemple. Alors au niveau des solutions, telles que tout à l'heure on a parlé des solutions en particulier, il en existe aussi pour le professionnel. Donc on va avoir différentes catégories, donc tout ce qui va être relatif à l'entrée, l'accessibilité extérieure et la circulation dans le RP. Donc en haut à gauche on va avoir les tapis d'entrée technique et les motorisations de porte, parce qu'encore une fois, un ERP ne peut pas mettre un simple paillasson, parce qu'un paillasson en fauteuil roulant ça peut être un problème. Rampe d'accès main courante, les zones d'avertissement et guidage, vous avez peut-être déjà dû remarquer dans certains établissements, ce système de clous, de bandes podotactiles devant un escalier, qui est un équipement qui permet à des personnes malvoyantes de se guider et de savoir qu'il y a un obstacle descendant qui va arriver. Et les nez de contre-marche, par exemple, où vous voyez donc la première marche, la dernière marche et la première marche qui doivent être d'une couleur contrastée. Et ça, encore une fois, c'est pour les malvoyants, pour qu'ils puissent distinguer la première et la dernière marche. Au niveau de, alors il y a également des solutions pour tout ce qui va être s'informer et s'orienter, qui fait également partie de la réglementation. Donc la signalétique, tactile et braille, vous devez de plus en plus en voir, des menus dans un restaurant qui sont en langage braille, de la signalétique adaptée avec encore une fois du langage braille. Tout ça, ce sont des équipements, des dispositifs qu'on voit de plus en plus dans des établissements. Des balises sonores et boucles magnétiques, donc vous avez peut-être déjà vu ces petites balises sonores qui sont là pour informer les malentendants sur différentes commodités d'un établissement, par exemple là où se trouvent les toilettes ou là où se trouve l'accueil. Les plans et totems multisensoriels, on en voit de plus en plus dans les hôtels et les établissements recevant du public. Donc là, l'idée, c'est dans un grand établissement pour me repérer, pour savoir où est l'évacuation d'urgence, où est l'entrée principale, où est l'accueil, où sont les différentes salles de réunion. On va avoir ce type de plan sur la gauche, où en fait la personne malvoyante va pouvoir, avec son doigt, détecter les différentes zones. Et bien sûr, le marquage au sol, donc ça, c'est beaucoup plus démocratisé depuis quelques temps, donc ça, vous avez déjà dû en voir. Et enfin, l'accès aux commodités. Donc là, on parlait un peu des hôtels tout à l'heure. Donc là, les hôtels, ça va être typiquement une solution de douche. Aujourd'hui, beaucoup d'hôtels sont équipés de baignoires pour des raisons historiques. Les WC, les cuisines ergonomiques et les adaptations globales et studios adaptés qui vont intéresser notamment les EHPAD qui cherchent à trouver des solutions de modularité dans leur capacité d'accueil de patientèle. Voilà, donc on vous remercie avec Mickaël pour votre attention et on espère qu'on vous a
donner des éléments de réponse aux questions que vous aviez en venant. Et on se tient à votre disposition pour une quinzaine de minutes de questions-réponses. On a des micros derrière qui vont vous être apportés. Alors, est-ce qu'il y a des... Oui, il y a une question devant. Oui, une petite question concernant votre organisation. Les travaux sont faits par des sous-traitants ou alors par vos équipes? Donc en fait, c'est un système hybride. Il est certain qu'aujourd'hui, pour pouvoir garantir une qualité de service, il faut avoir des prestations en propre, des installateurs en propre, des techniciens en propre. Néanmoins, il y a une autre problématique, c'est que je me mets à la place d'un franchisé. Je prends par exemple un franchisé d'Île-de-France, Christophe là, de Vincennes. Lui, il a une problématique à la fois de pouvoir assurer, je dirais, sa part constante de marché. Mais si demain, par exemple, il signe le magasin IKEA d'Ivry, forcément, il ne va pas pouvoir y faire face avec sa technique. Donc c'est pour ça qu'on parle de système hybride, où en fait, dans le modèle Axavita, dans le modèle économique, le franchisé va s'appuyer à la fois sur des ressources en propre et sur des ressources externes qui ne viennent pas de n'importe où. Ce sont des ressources externes qui sont sélectionnées par le réseau et qui sont accréditées par le réseau. C'est-à-dire que nous, en fait, au niveau du réseau, les sous-traitants passent par une sélection administrative et financière. Hein. Donc on regarde en gros leur activité passée, savoir s'ils ont eu des malus au niveau des assurances typiquement. Et également, ils passent une formation technique. D'accord. J'ai la même question sur la partie diagnostic. Vous sollicitez des ergothérapeutes ou autres. Est-ce que ce sont des salariés ou alors des, entre guillemets, prestataires, sous-traitants? Alors là, ça met un petit peu sur un aspect philosophique. Chez Axavita, en fait, on considère qu'on n'est pas des vendeurs de produits finis, où on fait du marketing et on envoie des produits chez le client. C'est pas ça. On travaille dans un écosystème. Cet écosystème, c'est un écosystème où il y a des professionnels qui ont un métier. Donc vous parlez des ergothérapeutes. Hein. Je ne sais pas si, en gros, les ergothérapeutes, ce sont des personnes qui ont passé un diplôme sur de l'ergonomie et de la thérapie. Hein. Donc en gros, grosso modo, ils vont chez des patients et en fait, en gros, ils analysent leurs difficultés par exemple, à prendre leur toilette, à se déplacer dans leur domicile. Et derrière, ils font des prescriptions d'aménagement. Voilà ce que c'est qu'un ergothérapeute. Et donc nous, aujourd'hui, Axavita, alors pour répondre sur la première partie de la question, on forme nos franchisés aujourd'hui, nos agences, tous les agents sont formés à pouvoir réaliser un diagnostic au niveau particulier, au niveau professionnel, mais dans notre corps de compétences, c'est-à-dire l'aménagement. Il est très clair qu'aujourd'hui, nous ne substituons pas à un ergothérapeute, et c'est très important pour nous, et c'est d'ailleurs dans les recommandations au niveau du savoir-faire à Axavita, de travailler avec les ergothérapeutes. Donc d'où ce fameux écosystème. Aujourd'hui, on estime que travailler avec l'écosystème, ça fait complètement partie de notre métier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, au niveau particulier, professionnel? N'hésitez pas, on est là pour ça. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu votre réseau de franchise, savoir comment ça fonctionne et Tout à fait. Donc, alors déjà, on va expliquer pourquoi on a fait un réseau de franchise. Donc le principe d'un réseau de franchise, donc c'est une société mère en gros qui permet à des porteurs de projets, de création d'entreprise, d'adhérer à un réseau, en l'occurrence Axavita, qui va leur apporter un certain nombre de choses. Ce qu'apporte aujourd'hui Axavita un franchisé, c'est déjà une formation initiale. Donc c'est une formation qui a lieu au siège pendant 2 semaines, qui sont assez chargées, où vous allez voir à peu près 8 experts métiers, donc dans différents corps de métier, hein, dans différents aspects, donc le commercial, la technique, l'installation, les assurances, le financier. En gros, on va couvrir les 3 gros piliers d'un chef d'entreprise que sont la technique, le commercial, la gestion. Voilà. Donc là-dessus, déjà, vous recevez une formation et à l'issue de cette formation, vous recevez le livre du savoir-faire, hein, donc un gros carton de livres où tout le savoir-faire du réseau est listé dans des documents sur lesquels, au fur et à mesure, le franchisé va pouvoir s'imprégner et évoluer. La deuxième chose, c'est qu'on va apporter des produits, des solutions techniques. L'idée, c'est que vous ne soyez pas à vendre des produits que vous achetez un petit peu partout sans savoir vraiment où vous allez. Donc là-dessus, vous avez une centrale d'achat qui va vous permettre d'avoir des produits étudiés pour répondre à différents types de clientèle et qui vont être travaillés sur les aspects prix et ergonomie. Évidemment, vous après tout l'aspect informatique où vous allez avoir un CRM, un ERP qui vont faire que vous allez avoir une gestion facilitée.
Enfin, je peux également parler de tout ce qui va être relatif à l'animation d'une manière globale. Notre dicton chez nous, et je dirais que Axéo a énormément participé à cela, c'est qu'un réseau de franchise qui fonctionne bien, c'est un réseau où les franchisés sont heureux. Et un franchisé, pour être heureux, il ne suffit pas de l'inviter au restaurant, hein. Alors ça peut y contribuer, mais ce qui fait qu'un franchisé est heureux, c'est que sa franchise fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il développe son activité et il a la sensation de rendre un vrai service à ses clients. Et donc là-dessus, que ce soit en amont sur ce qu'on appelle nous l'antécréation, on va accompagner le franchisé pour créer sa structure, ou sur le démarrage, hein, puisqu'aujourd'hui sur les 9 premiers mois, nos franchisés sont accompagnés d'un animateur qui les suit et qui va les accompagner donc sur les aspects commerciaux, techniques et gestion, afin de faire que notre franchisé, au bout de 12 mois, soit pleinement autonome, ce qui n'empêche pas ensuite un certain nombre de dispositifs tels que des conventions trimestrielles qui sont mises en place afin de dynamiser le réseau et faire un partage d'expérience au niveau du réseau national. D'autres questions? Non. T'as le micro, mais tiens, prends-le, branche-le. Branche-le ton micro, je vais te faire passer. Branche ton micro. Je vais parler. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est réglementé? Est-ce que tout le monde peut faire ça? Ou est-ce qu'il faut une formation spécifique pour faire ce genre de choses? Comment ça se passe? Je vais donner la parole à Michael, peut-être sur... Non, aujourd'hui, il n'y a pas de législation qui encadre cette profession. Ça demande simplement des compétences techniques, humaines très importantes, commerciales avec l'envie de pouvoir apporter des solutions à des seniors. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation à ce niveau-là. En ce qui concerne les travaux chez le particulier, on parle de normes, mais les normes ne sont pas obligatoires, c'est plus des règles de bon sens. En revanche, chez le professionnel, là, il y a des normes et une réglementation à respecter. Donc lorsque vous rentrez dans le réseau, vous avez une formation qui va vraiment vous former sur la connaissance complète de tout ce process et cette chaîne de valeur sur la réglementation. Donc il y a des labels qui existent également sur lesquels on peut appuyer et sur lesquels nos franchisés sont labellisés. Mais là encore, ce sont des formations externes qui sont un plus pour montrer notre expertise et notre professionnalisation sur ce métier-là. Peut-être qu'un jour, il y aura une réglementation proprement parlée, mais pas à date. Une question d'organisation. Après les travaux, on a après une obligation d'assurance, assurance qualité. Donc est-ce que c'est votre groupe qui prend à sa charge l'assurance qualité, enfin l'assurance même des travaux, puisqu'il peut y avoir des décennales, il peut y avoir des biennales, enfin, est-ce que c'est vous qui les prenez en charge ou est-ce que c'est le franchisé qui le prend à sa charge et qui est obligé de rentrer dans une assurance spécifique, ou est-ce que c'est à ce moment-là la partie qui est la partie travaux et la société qui va effectuer les travaux qui s'en charge? Très bonne question. Là, c'est vraiment la personne... Oui, en effet, c'est une question très bonne question déjà, et c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Donc déjà, j'ai parlé d'un point de vue réglementaire. Une société qui vend en France une prestation de fourniture de produits et d'installation est tenue d'offrir une garantie décennale à son client. La garantie décennale, c'est quoi? C'est une garantie qui est apportée aux particuliers pour que, même si l'entreprise coule, d'accord, ce qui est le cas qui peut arriver, ça se voit beaucoup dans l'artisanat, le particulier est garanti par la société d'assurance auquel avait souscrit l'entreprise en amont. Donc aujourd'hui, le fonctionnement au niveau du réseau, c'est qu'on a passé un contrat cadre avec une grande compagnie d'assurance aujourd'hui qui assure chaque franchisé au niveau de la garantie décennale. Donc ça veut dire que quand vous allez vendre une prestation de fourniture et de pose, automatiquement vous adhérez à cette police d'assurance qui va garantir votre client sur son installation d'un point de vue décennal. Après, il y a quand même un aspect que j'aimerais souligner, qui est l'aspect toujours du service. Dans notre processus client, il y a une visite qui est prévue chaque année. C'est une façon pour nous de fidéliser la clientèle, mais c'est aussi surtout une façon pour nous de rassurer le client sur le fait que régulièrement, on va faire un point sur son installation technique qui a été faite pour durer un certain temps. Si on prend le cas d'une salle de bain, c'est pour durer plusieurs dizaines d'années, mais globalement, c'est quelque chose qui va rassurer le client et qui va permettre de garder ce contact de proximité. Donc en plus de ça, on va avoir ça.
Et enfin, Mickaël tout à l'heure parlait d'un label. Donc, par exemple, le réseau adhère au label Handibat, qui est un label relativement répandu dans notre métier, qui est un label en gros qui atteste du fait que vous êtes une société qui a adhéré à la Confédération des travaux qui s'appelle la CAPEB. Donc c'est une sorte de fédération très connue dans le métier des travaux. Ils travaillent sur Calibat, CaliPV, ce genre de choses, Califelec, si vous avez déjà entendu parler pour certains d'entre vous. Et qui donc va encore être un label qui va encore, je dirais, pouvoir rassurer le client et qui intègre une charte de qualité sur le suivi post-réception de travaux. Ouais. Plus d'autres questions? Écoutez, on vous remercie avec Mickaël pour votre attention et écoutez, ce sera avec plaisir de vous rencontrer sur notre stand Axavita. Bonne journée, bon salon.